Il est candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. On accueille tout de suite Jean-Luc Mélenchon. Vivez. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, bienvenue sur ce plateau. Avant de vous poser la première question, j'aimerais présenter cette dame journaliste que vous connaissez peut-être, qui est à vos côtés, parce qu'on ne l'a pas présentée en début d'émission. C'est Roselyne Fèvre, qui publie Les battements de cœur du Colibri aux éditions du Rocher. Et tout à l'heure, Léa Salamé reviendra sur son parcours et le parcours de son fils, qui a eu de graves problèmes avec la drogue. Monsieur Mélenchon, peut-être que Roselyne Fèvre interviendra évidemment pendant cette discussion qu'on aura avec vous, tout comme Harry Roselmack, puisque ce sont deux journalistes. Ariel, elle interviendra de toute façon parce qu'elle intervient tout le temps. Mais c'est à vous qu'on va poser la première question, puisqu'évidemment, ce dont tout le monde parle depuis hier, c'est le fameux sondage à 15% pour Éric Zemmour. Vous êtes un des derniers à l'avoir affronté lors d'un fameux débat à 4 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas si vous étiez content de ce débat. Est-ce que vous êtes content du résultat ? Au fond, vous êtes à 9%. Lui à 15. Est-ce que ça vous a été profitable, ce débat ? Est-ce que ça n'a pas été plus profitable à Éric Zemmour qu'à vous ? Je ne peux pas savoir. Je sais pourquoi je l'ai fait et pourquoi je pensais que c'était utile de le faire. Il faut comprendre que la politique, ce n'est pas que des abstractions. Les idées sont des affects, certains affects sont des idées. Par exemple, l'antiracisme, c'est une idée et un affect. Il y avait besoin qu'on lève le drapeau pour dire « Monsieur, j'ai pas peur de vous ». Et comme je dis « je », c'est des millions de gens derrière moi. Et j'ai le prénom que je veux. Et c'est pas parce que tu t'appelles Éric que tu vas m'impressionner. Il y avait besoin de cette sorte de catharsis pour rappeler qu'il n'y a pas que la France telle que la voit M. Zemmour. Il y a une immense autre France, une nouvelle France, qui est là. Moi, je vous ai lu tout à l'heure en diagonale. J'aurais mieux fait de vous lire plus avant. C'est très construit, votre affaire, très, très bâti. Et j'avais besoin de pouvoir dire ce que je lui ai dit. D'ailleurs, il a battu en retraite. Alors, vous n'en êtes pas trop rendu compte, mais quand même, quand je l'ai attaqué sur la rémigration, puisque c'est un thème qu'il a soutenu. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il veut sortir de France 5 millions de personnes, alors il n'a pas osé développer ni dire comment il comptait s'y prendre. Pareil sur l'avortement. Il n'a pas été capable d'assumer jusqu'au bout son sexisme. Bon. Alors, oui, mais après... le fait qu'une semaine après, vous dites, je lui ai dit et je lui ai montré qu'on n'avait pas peur. Conclusion, il prend 5 points. Il a pris 5 points depuis votre... À cause de moi ? Non, je ne dis pas à cause de vous, mais ça ne vous interroge pas. Est-ce que vous ne le crédibilisez pas ? Alors même qu'il n'est pas candidat encore, en acceptant de débattre avec lui. Non, ça, je connais cette thèse, elle ne tient pas debout. D'abord, pour ce qui concerne les sondages, qu'on s'entende sur un point. On a en ce moment une très grande difficulté, parce que... C'est-à-dire que dans celui-ci, vous êtes à 9, dans un autre, vous êtes à 13%. Oui, alors je suis comme tout le monde, je me demande qu'est-ce qui est vrai. Harris, 13%, IFOP. Ouais. Alors, je m'y suis intéressé, et je me suis aperçu, ce qui fausse le jugement pour tout le monde, que dans l'IFOP, il ne compte que les gens qui sont sûrs d'aller voter. Donc, vous avez un corps électoral, ils mettent 1000 personnes, et ils enlèvent tous ceux qui ne disent pas « Ah non, moi j'irai, c'est sûr ». Alors, il en reste 490 à la sortie. Quand vous enlevez ceux qui disent « j'irai, c'est sûr, mais je ne sais pas pour qui je vais voter », il en reste plus que 430. Et qui sont ceux qui sont éliminés ? Les milieux populaires, qui disent « je ne sais pas si je vais y aller, ils m'énervent tous ». Les plus jeunes, qui disent « je ne sais pas si ça vaut la peine ». Donc on a là le sondage de IFOP, il dit une part de vérité. Si en effet les gens s'abstiennent autant, alors ils ont raison. Imaginez-vous que ça fait une abstention de 50%. Normalement, les journalistes devraient parler de ça, dire « c'est incroyable, 50% de gens vont s'abstenir ». Non, on parle des autres chiffres. Donc je ne sais pas. Normalement, il y a moins d'abstention que ça. Moi, j'accepte la situation, écoutez-moi bien. Oui. J'accepte la situation quelle qu'elle soit. Ça ne changera pas mes convictions, ni mon envie de me battre. Maintenant, dire « il a gagné des points », oui, il est en train de siphonner Mme Le Pen. Et à mon avis, c'est pas fini. Et les Républicains. C'est un transfert qui se fait entre eux, dans un sens qui est terrifiant. Mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, si vous regardez, quels que soient les sondages, la force, la dynamique, celle qui attire la colère sociale, elle n'est pas chez vous, elle est chez eux. Elle est chez, appelez-les Éric Zemmour ou le Rassemblement National. Ils sont, quand on les calcule, quand on additionne, la France est de plus en plus à droite et la gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle n'a jamais été aussi faible et ça, tous les sondeurs le disent. Et moi, j'ai une question sur votre stratégie. Une question que je me pose depuis 4 ans, sur votre stratégie politique. Pourquoi, vous qui admirez tellement François Mitterrand, pourquoi vous n'avez pas fait Mitterrand en 2017 ? En 2017, vous terminez la présidentielle avec 19,5
0,5% des voix. Vous avez 7 millions de Français qui ont voté pour vous. À ce moment-là, vous avez le monopole naturel pour prendre la gauche, comme Mitterrand avait pris la gauche. Et au lieu de ça, vous choisissez une stratégie solitaire, radicale et de la confrontation. Vous ne rassemblez pas, vous choisissez d'y aller tout seul. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que, d'abord, votre propos est un petit peu simplificateur, mais admettons-le. Après tout, ça fait une base de discussion. Vous avez rassemblé ? Il vous aura échappé que chaque fois que je l'ai proposé, on m'a envoyé paître. Vous vous en souvenez pas ? Si. Si, j'ai fait 2 interviews, pas une, 2, dans Libération, pour dire « Je vous propose de faire un front populaire. » Non, pas avec lui, c'est une bête, c'est une brute. Ensuite, j'ai recommencé. On a dit « Ah non, normalement, c'est au Parti socialiste que doivent se faire les choses. » Autrement dit, on peut les battre, les rebattre aux élections, ils ont un droit naturel à diriger et à commander. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Donc, si vous voulez, je ne veux pas insister là-dessus parce que je veux quand même répondre à votre question sur ma stratégie. Mais quand même, je voudrais dire que chaque fois que j'ai tendu la main, j'ai eu droit, en échange, à va te faire voir, on t'a assez vu comme ça, etc. Mais non, à chaque fois que vous avez tendu la main, vous avez dit, vous venez, mais derrière moi, c'est moi numéro 1. C'est ça qu'ils vous reprochent. Ils vous disent, dans ces cas-là, faisons une primaire. C'est ça qu'ils vous ont répondu. Mais répondez-moi à ma question. Non, je vous laisserai pas. Écoutez, je veux bien répondre à votre question, mais ne dites pas des choses qui ne sont pas. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Je n'ai jamais dit derrière moi, les 2 interviews dont je parle, je n'ai pas dit venez derrière moi. J'ai dit il faut qu'on arrive à lever, et c'est là que je réponds à votre question, une difficulté énorme. Nous ne sommes pas d'accord. Et par conséquent, les gens qui nous regardent, comment voulez-vous qu'on les rassemble si on va dire écoutez, bon, l'Europe, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas d'accord. Ok, on ne parle pas d'Europe. L'impôt sur la fortune, oui, mais enfin, il ne faut pas exagérer. On n'en parle pas. La planification écologique, oh non, planification, c'est le Gosplan de M. Mélenchon, blablabla. On n'en parle pas. Et on ne parle pas de ci, on ne parle pas de là, on ne parle pas de là. Et après, on arrive devant les électeurs, qu'on prend pour des imbéciles, et on leur dit, regardez, nous avons la belle étiquette, la gauche chez nous, donc vous devez vous mettre à genoux tellement on est beau et intéressant. On y reviendra. J'ai donc repris le problème par un autre bout, parce que figurez-vous que celui à qui ça pose le plus de questions, c'est pas à vous, c'est à moi. Parce que j'ai quand même une énorme difficulté. Comment se fait-il ? Oui, comment vous allez gouverner si vous pouvez allez voir. Non, mais ça, c'est pas le plus. Non, mais la question, pardon. C'est comment on rassemble une majorité. Et justement, quand vous entendez Fabien Roussel, il y a 2 personnes qui ont voté pour vous, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, et là, qui veulent y aller tout seuls et qui veulent plus aller derrière vous. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui dit « J'ai été déçu par Mélenchon, par ses sorties, par ses excès de colère, par certaines de ses prises de position sur la laïcité et la sécurité. » Arnaud Montebourg, il l'a avoué, il était sur notre plateau, qu'il a voté pour vous en 2017. Voilà ce qu'il dit de vous. Écoutez ce qu'il dit de vous. Vous ne croyez pas ? Si, mais il change souvent d'avis. Alors justement, écoutez... On voit bien qu'à force de creuser des tranchées sectaires autour de lui, de tirer sur tout le monde, il est incapable de rassembler. Il ne le souhaite même pas, on dirait. Et puisqu'il ne veut pas rassembler, il ne peut pas gagner. Vous entendez ? Il flingue tout le monde, il divise, c'est le problème de la gauche. Voilà. Allez-y, répondez-le. On va partir de l'idée que les intentions de M. Roussel sont pures et que celles de M. Montebourg le sont également, mais pas les miennes. Donc j'accepte. J'accepte cette base. Maintenant, la question posée, ça n'est pas de savoir si nous nous aimons et si nous sommes capables de nous aimer, mais seulement de savoir si nous sommes capables de rassembler les Français sur une idée et un cap. Vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, ce qui domine, ce sont les idées de droite extrême. On ne se posera pas la question de savoir si, après tout, nous, on aurait pu faire un résultat comparable si on avait eu une émission quotidienne sur une grande chaîne de télévision à quelqu'un qui viendrait tous les jours dire, vous savez, la paye est insuffisante, les logements sont pourris, bref. On aurait peut-être eu aussi un beau résultat. Mais nous ne parlons que d'immigration et de sécurité, M. Roussel aussi. Comment je m'y suis pris ? Je me suis dit, alors, puisqu'on ne peut pas, puisqu'ils ne veulent rien savoir, puisque je vais faire 10 plateaux, 20 plateaux, 30 plateaux, on va sans arrêt me redire, si vous n'êtes pas unis, vous avez perdu d'avance, et comme c'est des ballots, ils ont tous été dire, oui, c'est vrai, si on n'est pas unis, on a perdu d'avance, ça tombe bien, ils ne sont pas unis, donc ils ont perdu d'avance, qu'est-ce qu'il faut là ? Comment je m'y suis pris ? On a fait faire une enquête sur chacune de nos idées. Alors, planification écologique, changer les institutions du pays, la 6e République, etc. Et là, surprise, c'est des scores, mais canons. 70% pour, 80%. Alors là, voilà le vrai problème. Comment se fait-il qu'une majorité de gens qu'on sonde sont partisans à des proportions pareilles de nos idées, mais ne votent pas pour nous ? Alors justement, on va parler du programme. Alors, la stratégie, ça s'appelle l'Union populaire.
rassemblez-vous sur un programme. Oubliez la personne de M. Mélenchon, si elle vous est si désagréable que ça. Je voudrais quand même mentionner qu'il y a aussi des gens qui me trouvent sympa, hein, Léa. Non, mais ça existe. Hein. Non, mais ça existe. Le jour où vous aurez une émission qui fait autant de voix que moi aux élections, vous viendrez me démentir. D'accord? Voilà. Ah bah, il en faut pour tout le monde. Vous avez pas préparé. Hein. Celle-là, il l'avait préparé? Non. Justement. Elle fait... Voilà, allez-y, dites-le. Si un petit Léa ne le prenait pas mal, je n'avais aucune mauvaise intention. C'est pas moi qui le prends mal. C'est pas le lieu, mais vous avez blessé beaucoup de gens à la rédaction de France 2. On va passer. Laurent. Juste parce que, comme on a été autorisé à parler, j'aurais juste dire quelque chose qui recoupe ce que vient de dire M. Mélenchon. C'est pas nouveau. Aux élections, et singulièrement aux élections présidentielles, les Français votent par le prisme de l'émotion. Et je crois que l'une des difficultés, qu'on connaît vraiment actuellement, dont est aussi victime M. Mélenchon, c'est quand l'émotion n'est plus pondérée par la raison, et Dieu sait qu'il a de la raison, et Dieu sait que c'est quelqu'un qui a de la culture. Mais si, avec des propositions auxquelles les gens adhèrent, au final, on ne vote pas pour les gens qui portent ces propositions, c'est que la proposition, elle vient après le fait d'être câliné, d'être rassuré, d'être parfois manipulé. Ce qui arrive aujourd'hui, et la dynamique qu'on connaît aujourd'hui, c'est le fait de personnes qui ont des propos qui ne sont pas forcément cartésiens, pas forcément vérifiables, mais qui rassurent et qui ont ce seul objectif. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on a ces dynamiques-là et qu'on a souvent ces résultats-là à la présidentielle. Mais moi, je suis d'accord avec le raisonnement, d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec la conclusion. Parce que M. Zemmour, il fait peur à plein de gens. Vous avez juste l'air d'oublier que dans le pays, il y a 5 ou 6 millions de personnes qui appartiennent à une religion, c'est leur foi, et elle doit être respectée, ils n'emmerdent personne, ils ne demandent rien, juste qu'on leur foute la paix, d'accord? Et qui entendent dire un type sur tous les plateaux de télé, je vais tous vous mettre dehors, vous allez voir. Il fout la trouille à tout le monde. Et pas qu'à ceux qui ont cette religion. Mais là où vous avez raison, il fait peur aux uns et il y a de l'effort chez d'autres. Il y a des gens qui adhèrent. Il cajole enfin écoutez, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a du racisme, non? Mais cette parole s'est libérée. Mais c'est du racisme, c'est uniquement du racisme. Quand vous entendez des gens qui sont pas forcément racistes, mais qui disent « je ne reconnais pas la France dans laquelle je vis ». Les quartiers sont plus les quartiers de mon enfance. Je ne reconnais pas mes quartiers. Aujourd'hui, les islamistes ont pris le pouvoir. Vous avez l'intention de prendre la place de Zemmour, là? Non. Ah bah non. Et ça n'existe pas. Oui, mais c'est totalement faux. De dire qu'il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France, c'est totalement faux. Oui. C'est faux? Oui. Bon, bah, si vous le dites... Non, c'est vous qui dites le contraire sans aucune preuve. Non, je vous pose la question. Non. Vous affirmez sous forme de question. Je relais ce que vous dire c'est faux, parce que je le fais exprès, vous répondez en disant bon, on a compris, ce type, il n'est pas normal. Non, pas du tout. Je vous dis donc, il n'y a pas à lutter contre les islamistes en France, tout va bien. Mais il faut lutter contre tous les communautarismes, Madame Léa Salamé. Tous. Pas juste certains. Tous. Et d'ailleurs, la masse des gens demandent qu'on leur foute la paix avec la religion. Il y a 60% de gens qui n'ont aucune religion dans ce pays. Et vous avez des gens qui ont une religion pour qui c'est une affaire personnelle, qui n'ont pas envie qu'on leur en parle tout le temps. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui disent « Ok, vous ne pouvez pas vous supporter, ok, il y a celle... » Mais enfin, pour ce qui est de la paye, on est tous d'accord qu'il faudrait l'améliorer. Les logements pourris, qui que vous soyez, c'est mieux si on les change. Les prix sont trop chers, vous êtes d'accord pour qu'on les bloque ? Moi, j'essaye de trouver du dénominateur commun. Je voudrais parler de tout ça. Ouais. Mais attendez, je voudrais être bien sûr qu'on m'a compris. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça que j'essaye de construire, du dénominateur commun. Quand il y a une crise politique, ma réponse, c'est pas « à bas les Arabes ». Ma réponse, c'est changeons la règle du jeu. Voyons si on peut faire une 6e République. Est-ce qu'on donne le droit d'un référendum citoyen? Vous n'aimez pas les élus? Bien, faisons un référendum révocatoire. Voilà des choses simples. Il veut vous parler de social. Alors oublions Zemmour et oublions ses thèmes favoris. Justement, venons-en au thème du social. Et d'ailleurs, sur ce thème-là, contre qui vous aimeriez débattre? Parce qu'au fond, ça y est, Zemmour, c'est fait. Le prochain débat que vous aimeriez faire à propos de social, ce serait contre qui? Alors, sur le social, moi, je sais avec qui j'aimerais débattre, c'est avec le président Macron. Pour ça, il faut attendre le 2e tour. Par exemple, mais il pourrait très bien accepter. Le président Mitterrand avait accepté un débat avec M. Seguin. Il n'était pas président du groupe RPR à l'époque, mais il tenait une position qu'on connaissait. Bon. Et pour ne pas mettre dans l'embarras M. Macron,
sur les questions sociales, parce que j'imagine bien qu'il va tout de suite trouver une raison pour dire que non, mais j'aimerais que pour une fois, il y ait une discussion sur sa politique étrangère. La France est engagée dans toutes sortes de choses dont on ne parle jamais. On va au Mali, on vote pas. On revient, on vote pas non plus. On s'engage ici, là, on fait une chose, une autre, on crée un état-major de l'espace. Personne n'en parle. Et ainsi de suite. Hier, il s'en est pris aux Algériens. La veille, c'était je sais pas qui. Est-ce qu'il y a un endroit, un moment où on peut dire, ben voilà, moi je suis votre opposant, président Macron, et sur l'international, il y a des points qui mériterait qu'on attire l'attention de tous les Français. Vous voulez faire un débat face à Emmanuel Macron sur l'international? Sur le Mali, par exemple. Quelle est votre position sur le Mali? Écoutez, sur le Mali, j'ai fait partie de ceux qui disaient « qu'est-ce qu'on fait là ?» Je disais ça en même temps que les militaires. Hein. Les militaires disaient « écoutez, nous, on fait le boulot, mais qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. » C'est ce qui s'est produit. Pendant tout un temps, j'ai expliqué qu'il faudrait qu'on s'en aille. Mais j'ai jamais dit on s'en va comme ça. Quand on me posait la question, je disais on parle d'abord avec les Maliens, parce que le Mali appartient aux Maliens. C'est une idée qu'il faudrait souvent remettre sur la table. Le débat, en tout cas, vous avez lancé la proposition. Alors un débat avec Emmanuel Macron sur le service public. Oui, mais vous avez raison de dire. Bah oui, sur le service public. Mais bien sûr, le service public d'une manière générale. Vous dit non, pourquoi pas Castex, le Premier ministre? Sur le social, il pourrait débattre avec vous. Mais pourquoi pas? Alors voilà. Par exemple, sa dernière trouvaille. Alors moi, je propose le blocage des prix en disant, écoutez, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que les gens tirent la langue jusqu'à par terre parce qu'on n'y arrive plus à vivre comme ça. Je parle pas pour moi, là. Hein. Je dis comme vous, moi. Je le fais pas pour moi. Je le fais parce que je vois ce qui se passe. Et donc, il a décidé de geler le prix du gaz. De voir, moi, les mômes faire la queue dans la rue pour aller à la soupe populaire, les étudiants. Enfin, on est un grand pays. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Et alors, lui, il a décidé de bloquer les prix... Gaz. Du gaz. Alors, la trouvaille, il commence déjà pour vous faire avaler la précédente augmentation. Et alors, il y a quelque chose chez Castex que j'adore. C'est la bonhomie avec laquelle il vous dit des trucs les plus invraisemblables. Alors, il dit, et comment on va payer tout ça? Eh bien, grâce à la TVA sur la hausse. Bref, il faudrait qu'on dise merci à la hausse, parce qu'elle permet d'avoir de la TVA qui permet d'avoir un chèque énergie. C'est une histoire de fou. Alors, parlons de vos propositions. Oui, mais là, je termine parce que je vais lui en faire une. Terminez. Au lieu de mettre 100 € comme ça, là, qu'il a trouvé dans un fonds de caisse, je lui propose de regarder les entreprises qui sont fournisseurs de gaz et d'électricité. D'accord? Ils ont fait 13 milliards de bénéfices au premier semestre. Voilà ce que je lui propose. On prend 10%, c'est pas beaucoup, hein? 10% de tout ça, et avec ce 10%, on donne aux gens 500 €, les abonnés du gaz. D'accord? 500 €, c'est la somme qu'ils ont perdue depuis 2017. Vous voyez, c'est simple, c'est financé. Dans le même genre, vous proposez de bloquer, de décréter une année blanche pour les profits du CAC 40. Oui. Alors, voilà comment l'idée est venue. On était sur le blocage des prix. On travaille, on n'a pas les moyens de l'État, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'experts, de gens de l'administration et de l'économie qui bossent avec nous. On était sur le blocage des prix. Et on dit, mais ça suffit pas à remettre en route la machine. L'important, c'est de remettre en route la machine. Parce que sinon, on va passer notre temps à mettre des sparadraps partout. Donc, les profits du CAC 40, l'année passée, ça a été 53 milliards. Il y a des tas de gens dans ce pays... Malgré la pandémie. Ah bah oui, non mais... Malgré la pandémie, les plus riches de ce pays ont augmenté leur capital de 30%. Ça va, quoi. Pour eux, tout, hein, il pleut, il neige, il bande. C'est la catastrophe, ils gagnent des sous. Il n'y a pas de catastrophe, ils gagnent aussi des sous. Bon. Donc, il y a moyen de moyenner, de dire, il y a un moment où tout le monde met la main à la poche. D'accord? Eh bien, dans leur cas, puisque les restaurateurs, puisque les bistrotiers, puisque les intermittents du spectacle, puisque, plein de gens ont regardé passer cette année et ont eu une année blanche, eh bien, vous aussi. Vos 53 milliards, je vous les prends. Est-ce que c'est possible? C'est légal. Oui, mais vous savez bien que le Conseil constitutionnel... Niente, chère madame. Il cassera ça. Pas du tout. Je reprendrai le même texte qu'avaient fait Strauss-Kahn et Jospin l'année où ils ont décidé de prendre, je crois, quelque chose comme 70 milliards de contributions exceptionnelles. C'est pas anticonstitutionnel de dire que l'année où c'est exceptionnel, quand tout le monde se serre la ceinture, d'autres aussi. Alors, SMIC, oui. Attention, ça vous donne 1 million d'emplois pendant un an, au revenu moyen, c'est-à-dire 2 000 €. C'est pas rien. Comme vous mettez 1 million de gens, ça vous remet les caisses de la Sécu d'équerre. Donc, il ne faut pas croire que c'est juste une mesurette que je propose pour me faire remarquer. C'est quelque chose qui a une logique économique. Et tout le monde vous dira que si vous redonnez aux gens le moyen de vivre, ils se mettent à vivre. Parce que comme ils n'ont rien, du peu qu'ils ont, ils vont avec ça essayer d'améliorer leur vie. Donc ça remet en route la consommation populaire. 1 400 €, vous proposez de le porter à 1 400 € net mensuel. Ça, c'est possible.
si vous êtes élu, c'est ce qui sera fait. Oui. Alors, évidemment, ça présente des difficultés pour certains, notamment pour les petites entreprises. C'est pourquoi on a imaginé un mécanisme où on aurait une caisse, alors vous appelez ça solidarité, ou entraide, ou répartition, ou péréquation. Mais il n'y a pas de raison que ce soit seulement les entreprises de main-d'œuvre et les petites entreprises qui payent à fond, tandis que les autres ne payent pas. Donc, on taxerait et on donnerait une répartition. Il faut tant pour la Sécu, donc on les prend à tous ceux qui embauchent. Et naturellement, plus à ceux qui ont beaucoup qu'à ceux qui ont moins. Je crois que ça, c'est assez facile à organiser. Ah, oui. Mais quand vous prenez dans les mesures, allez-y, parce qu'on va continuer. Il y en a une qui est très importante. Les 5 fruits et légumes à prix bloqué, par exemple. Alors, non mais attendez, il y en a une qui concerne des milliers de gens dans ce pays. C'est reporter la date à laquelle on rembourse le prêt garanti par l'État. Là, il y a le mur de la dette privée. Les amis, la dette publique, c'est de la rigolade à côté de la dette privée. Pourquoi ? Parce que la dette publique, c'est l'État, vous le retrouvez toujours. Vous pouvez gueuler après, vous changez les dirigeants, vous faites ce que vous voulez. Mais la dette privée, quelqu'un qui dit, moi, c'est fini, je ferme. Donc, il ne paye pas. Et ça peut donner un effet domino terrible. Là, nous avons besoin, c'est Bercy qui dit que si on ne fait rien, 13% des entreprises la bouffe, parce que vous voulez faire la révolution alimentaire. Allez-y, Laurent. Oui, même peut-être qu'on va être privé de Nutella, moi qui aime bien ça. Je n'ai pas dit ça, on m'a posé la question. Si, vous avez dit privé de Nutella. Non, mais non, c'est ce que je dis quand même. On s'en fiche du Nutella. On s'en fiche. Mais les fruits et légumes, ça c'est important. 5 fruits et légumes, prix bloqué. Écoutez, tous les jours, les gens regardent la télé, on dit c'est qui est important pour les gosses, c'est 5 fruits et légumes, tout ça. Bon, oui, comment je fais ? Je peux pas, c'est trop cher. Bon, donc moi je dis, on en propose 5 à prix bloqué pour pouvoir le faire. Mais l'idée fondamentale, vous avez raison, c'est que, oui, j'ai l'intention de faire la révolution dans les assiettes. Alors je commence par un sujet, mais j'ai l'intention qu'on aille plus loin. Je pense que même supprimer le ministère de l'Agriculture. Oui, ça sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils vont être contents, les agriculteurs. Mais on verra, le sujet, c'est pas que les agriculteurs soient contents ou pas. Ce qui compte, attendez. Ils sont nombreux, ils souffrent, les agriculteurs. Oui, ils s'en partent un tous les 2 jours. Oui. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'ils ont du mal à vivre. Ils ont du mal à vivre et ils ont qu'ils aient du mal à vivre alors qu'il y en a qui ont l'air d'aller si bien et qui moissonnent des subventions européennes tous les ans. Oui, mais la question, c'est que, pour reprendre la question de Laurent, vous voulez faire la grande planification alimentaire. Ça veut dire quoi ? Je vais bloquer les prix de 5 fruits et légumes. Quels fruits et légumes ? Ceux qui sont à un moment donné disponibles pour qu'on en ait. Parce que si vous bloquez les prix d'un truc qui n'existe pas... Mais à quel prix ? Vous allez dire quoi ? Vous allez dire la pomme, ça ? Non, très bien. Non. Attendez, mais est-ce que c'est à l'État de décider ce qu'on va mettre dans nos assiettes ? Il faut vous renseigner. Oui. L'État, pendant des décennies, fixait le prix de tout. De tout. Donc là, maintenant, vous allez à nouveau... Au moment du régime communiste du général de Gaulle, ensuite sous le bolchevique Georges Pompidou, et puis après, même sous Giscard d'Estaing, pendant un temps... Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, les prix sont libres. Très bien. Mais attendez, je veux bien venir à ça, mais je termine sur le ministère de l'Agriculture. J'ai un truc à vous dire sur tous ces sujets-là. Mais sur le ministère de l'Agriculture, je voudrais que vous me compreniez. Je ne veux pas du ministère de l'Agriculture parce que ça veut dire on fait de l'agriculture. Et on s'en fout de savoir pourquoi. Si c'est pour faire du maïs pour aller nourrir des vaches à l'autre bout du monde, c'est pareil que pour faire des carottes pour la cantine d'à côté. Moi, je dis non, ce n'est pas pareil. Donc, je remplace le ministère de l'Agriculture par un ministère de la Production alimentaire. Et je dis, 1, je voudrais qu'on redevienne souverain. 2, je veux qu'on en finisse avec le sucre, le sel, la malbouffe, les nitrites dans la charcuterie, etc. Aujourd'hui, il y a une épidémie d'obésité dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On a une épidémie de diabète, ça est multiplié par 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Tout ça, la source, c'est la malbouffe. Monsieur Mélenchon. Ariel. Non. Vous disiez tout à l'heure, j'ouvre les bras. Voilà. Et monsieur Harris Rosenbach disait, oui, les Français vont voter aussi pour les gens qui suscitent de l'émotion. Il disait même les gens qui vous rassurent, qui vous câlinent. Quelle est, si vous deveniez président, la première mesure que vous offririez ? Quelle serait la mesure fondamentale pour apaiser, pour caresser les Français ? Bon, d'abord disons une chose. Je vous réponds. Le revenu universel. Franchement. Je n'ai pas l'intention de caresser qui que ce soit. Non, mais on s'en doutait un peu. Il ne sait pas faire. Mais je préfère le dire. Mais bien sûr, je sais le faire. Je suis un homme comme tout le monde. Voilà, bon, je sais aimer, je sais caresser. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes... on n'est pas le savoir. Mais il a dit... on peut blaguer, quand même. Bien sûr. Alors, s'il faut avoir une tête de pierre tout le temps, bon... Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous sommes dans des problèmes d'intérêt généraux. Oui. Bien.
Alors, les problèmes d'intérêt généraux, premièrement, la première chose, on change la règle du jeu. Les gens disent, tout ça, ça sert à rien, tous ces types se fichent de nous, et ces filles aussi, etc. Voilà pourquoi je propose de changer la règle du jeu et d'installer une assemblée constituante pour qu'ils décident de nouvelles règles du jeu qu'eux-mêmes respectent. La France a besoin de se refonder. Elle doit se refonder parce qu'elle a beaucoup changé depuis 1950. Tout ça, très bien, Monsieur Mélenchon. Je vais attendre, mais je voudrais quand même lui dire... Rapidement. Oui, ben rapidement, je dis ce que j'ai sur le cœur. Il veut caresser Ariel. Bon, si je suis élu, c'est en avril. Oui. Ça nous laisse 6 mois avant l'hiver, 4-5 mois. Moi, je veux que personne ne meure de froid l'hiver suivant. Je veux qu'il n'y ait pas un gosse qui n'a pas à manger. Il y en a 3 par classe qui arrivent à l'école qui n'ont pas à manger. Voilà de quoi je m'occupe. D'abord, tout de suite. Tout ça, c'est les gosses vont manger, les gens vont pas mourir dans la rue. On se lui aussi, il a quelque chose sur le cœur. Parfait, parce que c'est exactement... Vous me permettez d'enchaîner avec la question suivante, parce que moi, je suis absolument d'accord avec vous, bien sûr. J'ai envie, et quand je vous entends dire ça, je me dis, je vais voter Mélenchon. Ah, vous ne gênez pas, hein. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché, je l'ai déjà fait, la plupart des téléspectateurs le savent. Oui, mais bien engueulé aussi. Oui, mais parce que justement, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous pardonner. Et là, par exemple, je ne vous pardonnerai pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que peut-être, qui sait, au premier tour, je vais pas appeler, parce que je n'ai jamais appelé à voter qui que ce soit, je ne suis pas un militant. On me pose une question, je réponds. On me demandait pour qui je votais, je réponds. Mais jamais demandé à quiconque de faire comme moi. Ça, pas du tout, je ne suis pas un militant. Mais en revanche, j'ai toujours dit oui pour qui je votais. Et peut-être que là, moi, je vais voter Macron la dernière fois, j'ai voté pour vous au premier, Macron au deuxième. Mais là, j'ai peut-être voté Macron dès le premier tour, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un deuxième tour Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou Éric Zemmour et je ne sais qui. Pour l'instant, vous n'y êtes pas au deuxième tour. Et toutes vos mesures, là, moi, je trouve ça formidable, parce que, vous l'avez dit, on a eu une conversation ensemble déjà. Moi, quand je vote, Laurent Ruquier, quand je vote pas pour mon bien. Parce que si je vote pour mon bien, je revote Macron tout de suite. Moi, il ne me dérange pas, Macron, personnellement. Non, franchement, pour moi, pour ma vie, il est très bien, même, le président Macron. Si je vote pour vous ou pour d'autres, c'est pour que les gens qui ont des mauvais salaires, des salaires moyens, pour les enfants, comme vous dites, qui ont froid l'hiver. Oui. Pourquoi ? Alors, attendez, j'y viens, j'explique, parce que moi, j'ai envie de tout ça. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir envie de ça. Je pense que Jadot, il a envie de ça. Je pense qu'Anne Hidalgo, elle a un peu envie de ça aussi. Je pense alors encore plus que Fabien Roussel du Parti communiste, il a envie de ça aussi. Arnaud Montebourg, un peu aussi, quand même. Certes, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais quand même, si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Mais si on veut le bien des gens, on met son ego, pas seulement le vôtre, les autres aussi. Moi, je n'ai pas une affaire d'ego. Hein, oui, mais les autres, peu importe. On met chacun ses 4 égos sous un mouchoir et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. C'est pas rester chacun dans son coin. Autrement, jamais vous me ferez croire que vous voulez le bien des gens, monsieur Mélenchon. Si vous voulez le bien des gens, il faut aller voir les 4 autres et leur dire, c'est la seule façon. J'ai fait les comptes, hein. Le sondage là qui vient de tomber. Jadot, 9. Mélenchon, 9. Roussel, 1,5. Hidalgo, 5,5. Montebourg, 1,5. 26% vous faites. 26%. Là, vous y serez au deuxième tour. Vous ou un autre. Ou Anne Hidalgo. Ou Jadot. C'est pas honteux de se ranger derrière Yannick Jadot ou Anne Hidalgo. À mon avis, elle n'a pas le pouvoir pour l'instant de le faire. Ou vous, en premier, pourquoi pas. Mais entendez-vous, bon sang de bon Dieu, si vraiment vous voulez que les gens aient une meilleure vie. Je parle pas de moi j'ai une belle vie, mais que les Français qui souffrent aient une meilleure vie. Mais pour ça, il faut que chaque parti arrête de vouloir penser uniquement à son parti. Si vraiment vous pensez aux gens, alors il faut vous entendre avec tous les autres. Ça, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir. Oui. Alors, ça prouve que tout ce que j'ai dit tout à l'heure ne servi à rien. Ah oui, mais il est revenu sur ça. Mais non, ça sert à rien. J'avoue. Mais non, mais c'est là. Et je vous dis, avec vous en tête, je m'en fiche. Vous avez le droit de, monsieur Ruquier, vous avez le droit. C'est énervant à la fin. Oui, mais il n'y a pas que pour vous que c'est énervant. C'est aussi énervant mais je pour dis, moi ça va bien, de m'entendre répéter 50 fois l'ego comme si c'était une promenade. Non, j'ai dit. Ouais, vous m'avez entendu, j'ai pas dit votre ego, j'ai dit les 4 égos. Laissez-moi vous répondre. Ne changez pas ce que j'ai dit. Non, je change pas de sujet, mais je demande d'être un petit peu respecté. Ce n'est pas une affaire Mais je vous respecte, d'ego. vous le savez bien. Non, mais je sais, mais je peux vous prolonger la question, Laurent, juste. Je vais vous répondre. Non, mais juste sur ça, parce que vous dites que c'est pas une affaire d'ego. Soit, c'est peut-être pas une affaire d'ego, mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, c'est la 3e fois que vous êtes candidat à la présidentielle. Ça fait 43 ans que vous êtes dans la politique. Vous avez été ministre, député européen, sénateur. Vous vous dites pas à un moment, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre? Waouh! Non, je sais pas. Waouh! Mais ça, non. C'est ce qu'il fallait pas dire. Non, ça va l'énerver, mais c'est une question qui se pose aussi. Vous croyez que je vais être énervé par vous? Non, mais je sais pas. Je vous vous ne pose la m'énervez question. pas, vous me faites rire, c'est plutôt différent. Alors je vais vous dire, nous avons tenu des réunions, vous savez.
Il faut le faire encore. Attendez, écoutez, mais d'accord, répondez. tous les deux là. Bon, alors, on en a discuté dans le mouvement, on en a discuté dans le groupe, on a réuni tous les parlementaires, et moi je leur ai dit, écoutez, je vous ai demandé 3 mois, j'ai réfléchi, je veux bien le faire, mais j'ai d'abord une réponse à une question. Est-ce que quelqu'un ici veut le faire ? D'accord ? On est 23. Au sein de la France Insoumise, d'accord, on est tout à fait d'accord, c'est normal. Non, mais attends, je réponds d'abord. Non, mais c'était là. Je réponds d'abord à Personne ne revient là-dessus. Bon, on parle de tout le monde. Je réponds d'abord à Madame Salamé. Oui, mais... Je ne suis pas l'obsessionnel de la candidature. Il ne faut pas croire que j'ai besoin de ça pour vivre. Mais que vous soyez leader de la France Insoumise, maintenant, je viens sur le fond, Laurent. Laurent Ruquier. Écoutez-moi bien. On ne peut plus mentir aux gens. Mais justement. Mais écoutez, laissez-moi développer un raisonnement. C'est pas parce que vous avez une obsession que mon raisonnement ne vaut rien. Mais je l'ai entendu. Alors, moi, je vais dire à Madame, je vais aller voir Madame Hidalgo. Je vais dire, écoutez, Madame, vous êtes superbe et fantastique. Bon, je laisse de côté le fait que vous voulez doubler le salaire des enseignants parce que c'est une folie. Mais on va s'entendre sur une chose. Oui, elle vous dira c'est une folie. Écoutez-moi. Vouloir bloquer le dividende du CAC 40. Mais laissez-moi terminer une phrase, Laurent. Je vous laisse terminer, mais ça me déçoit. Oui, ben tant pis. Je vais quand même terminer ma phrase. Nous allons dire la chose suivante. Si ce qu'il y a dans le programme qui vous plaît, vous êtes d'accord ? Une partie, comme les autres. Bien, comme tout le monde, personne n'est d'accord à 100%, même pas moi. Mais par exemple, on va dire un truc tout bête, la cantine bio. À la cantine des gosses, on ne donnera que des légumes bio qu'on aura ramassés dans le coin. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien, c'est contraire au traité européen. Donc, Madame Hidalgo, je vais lui dire, écoutez, tout ce qu'on aura promis ensemble et qui sera contraire au traité européen, nous ferons opt-out, c'est-à-dire... Elle n'est pas vraiment en possession de vous dire quoi que ce soit en ce moment. C'est surtout avec Jadot qu'il faudra traiter. Oui, mais biaisez pas. Et avec Roussel. Non, biaisez pas. Vous m'avez posé une question directe, je vous fais une réponse directe. Je ne veux pas aller raconter aux gens des histoires. Mais on voudra autant à elle qu'à vous. Mais vous entendez ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'est pas d'accord, en fait. Il dit qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond. Après, je vais aller voir monsieur Jadot. Je vais lui dire, écoutez... On peut prendre Montebourg, celui que vous voulez. Je vais dire à M. Jadot, écoutez, nous sommes d'accord, apparemment vous avez changé d'avis, pour le protectionnisme écologique. C'est-à-dire qu'on va empêcher certains produits de rentrer. Exemple, le glyphosate, j'interdis ça, si je suis élu, c'est interdit tout de suite. Si j'interdis, il ne faut pas non plus que je laisse rentrer en France des légumes ou des productions agricoles où il y aura eu du glyphosate. Donc, on bloque. Ça s'appelle protectionnisme. Bon, vous êtes d'accord ? Monsieur Jadot a dit il n'y a pas longtemps qu'il était pour le protectionnisme écologique. Parfait, on est d'accord. Voyez. Hurrah ! Monsieur Ruquier a gagné. Bon, voyez. Très bien. Mais pour le mettre en place, si l'Europe dit mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire parce que c'est contraire au traité, et c'est contraire au traité, que faisons-nous ? Vous allez réussir à vous entendre. Il faut trouver sur ma ligne. Il faut trouver un programme commun. Mais Laurent, autrement, on vous en voudra. Autrement, toute la gauche vous en voudra une fois de plus à vous, à Hidalgo, à Jadot et aux autres de nous laisser entre les mains d'Éric Zemmour et de je ne sais qui. Autrement, on va garder le président Macron et puis très bien. Voilà, mais dites-le tout de suite, comme ça le problème est réglé. Mais oui, puisque vous voulez pas. Mais c'est pas sérieux. Une élection, on traite d'un sujet, on fait un choix de citoyens, on choisit c'est pas un jeu de petits chevaux. On essaie de s'entendre aussi quand même. Mais qui vous dit le contraire ? Je viens de vous expliquer. J'ai pas l'impression. Mais vous avez, vos impressions. On verra maintenant. On verra dans quelques mois. Il y a vos accusations, ensuite il y a vos impressions, Laurent. On verra dans quelques mois. Laurent Ruquier, oui ou non ? Laurent Ruquier, oui ou non ? Ai-je raison de dire que si je veux la cantine bio, il me faut désobéir au traité européen. Bien sûr. Donc vous êtes d'accord pour désobéir ? Allez le dire à M. Jadot. Et quand je vois M. Montebourg qui me dit qu'il veut réindustrialiser, très bonne idée, on a la même idée. Mais réindustrialiser quoi ? Comment ? Par quel bout ? Il faut donc planifier. Parce que réindustrialiser, ça ne veut rien dire. Ça ne veut dire que... Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il faut renationaliser ceci. Il est pour la planification. Mais peut-être une question... Il y a bien des sujets sur lesquels vous êtes d'accord, c'est ça ? Mais oui. Roselyne Fèvre. Oui, j'ai le sentiment que dans cette campagne, il y aura 2 axes, en tout cas 2 lignes. Celle de la réconciliation, on pourra mettre Jadot, Macron, peut-être Michel Barnier. Et puis d'autres, la radicalisation, dans lequel on pourrait mettre Zemmour, Marine Le Pen. Est-ce qu'on vous met dedans ? Toujours. Ce sont des catégories tellement abstraites. C'est pas abstrait. Est-ce que c'est radical ? Harry parlait tout à l'heure de cette France fracturée. Mais justement, il y a 2 lignes, vous n'avez pas bien écouté ni bien lu peut-être. Si, j'ai lu. Il dit, les gens n'ont plus la référence commune. Je lui donne raison. Mais la référence commune, c'est pas une mythique identité assimilée. La référence commune, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Je vous ai posé les questions sociales. J'ai dit, tout le monde est d'accord. Vous serez dans le camp de la réconciliation ou dans le camp de la radicalité ?
Pardon, je suis obligé de caricaturer, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je dis on va faire la planification écologique, Zemmour, il est radical, si je dis on renverse, on va passer à la place de la 5e République, une 6e République par une constituante, c'est radical ou c'est de la réconciliation? Moi, je considère que c'est de la réconciliation. Quand je dis je vais prendre cette masse d'argent que quelques-uns accumulent au détriment de tous les autres pour la partager, c'est radical ou c'est de la réconciliation? Pour moi, c'est de la réconciliation. Le droit des pauvres, le droit des gens qui travaillent, et encore une fois, je vais dire comme Laurent Ruquier, sauf que je suis moins sentimental que lui. Hein, parce que moi, je suis en première ligne et je sais que chaque fois qu'on parle de prendre de l'argent, on prend des coups. Hein. Vous, c'est pas votre situation. Mais moi, je sais pourquoi ils ont tous intérêt à dire que c'est très radical, horrible et compagnie. Parce qu'il s'agit de partager. Et que comme ils veulent pas le faire de bon gré, il va falloir le faire de force. En ce sens, je ne suis pas un personnage qui va caresser les têtes et dire tout le monde s'aime, on est d'accord, parce que c'est pas vrai. Harry Roselmack, et je ne suis pas d'accord avec les racistes. Rapidement, et je ne leur permettrai pas de rapidement, en une seconde. Allez-y, Harry. Je voudrais dire que je suis sans doute comme beaucoup de Français à la fois admiratif de la conviction, de la mécanique intellectuelle, mais aussi un peu inquiet à certains moments. Quand tout à l'heure, Léa Salamé vous dit des Français ont le sentiment que dans certains quartiers, il y a une inversion et qu'il y a un manque de repères, que cette France qu'on connaît disparaît. Quand elle vous dit ça, vous lui dites « Non, c'est pas vrai ». Si, c'est vrai. Elle ne disait pas que c'était une réalité, elle disait que c'était le sentiment des Français. Et ce sentiment, il faut l'entendre. On ne peut pas dire « Non, c'est pas vrai ». Et j'aurais préféré vous entendre dire « Oui, c'est vrai, c'est une émotion. Ils le ressentent, c'est vrai ». Écoutez, et qu'est-ce qu'on fait pour les rassurer en dehors du fait de dire on va virer effectivement 5 millions de personnes qui vous posent problème. Je vais vous raconter quelle est l'alternative à ce discours-là? On termine avec ça, M. Mélenchon. L'alternative, c'est ce qu'on a à faire tous ensemble pour la patrie. On sait où on veut aller. Moi, je sais où je veux aller, je le propose. Vous en voulez pas, je remballe. Mais si vous en voulez, je le ferai. Et je vais vous dire pourquoi je réponds comme ça à Mme Salamé. Parce que je connais mon rôle public. Je vous raconte une histoire. C'est un type très costaud. Pas longue. Un type très costaud qui a un très gros jambon. Et derrière lui, dans une rue noire, il y en a un autre petit, tchac, il lui coupe une tranche. Alors le type, il marche un peu plus vite et il dit « Oh, je vais pas me faire tuer pour une tranche ». Tchac, une deuxième. Tchac, une troisième. Et à la fin, il lui reste plus que l'os. Alors il dit « Oh, je vais pas me faire tuer pour un os. Tiens, je te le donne ». Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui m'entendent, ne cédez pas un millimètre. Quand la première chose que trouve à me dire Madame Léa Salamé, c'est il y a des quartiers qui sont islamisés, je réponds non. Vous savez pourquoi? Parce que je connais la question suivante. Non. Et alors, la question c'est comment? On va pas revenir. On arrête. Cette habileté qui est parfois. Mais non, non, je ne sors pas de l'œuf. Hein. J'ai connu les coups. On vous prend un bout du fil et après tout. Monsieur Mélenchon, des coups vous en donnez également. Vous avez voulu couper une tranche de jambon sur le dos de Jean-Luc Mélenchon et il n'a pas voulu. J'ai bien compris l'histoire. On va vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et j'espère que je ne vous ai pas trop piqué parce que ce n'était pas mon intention. Hein, je veux que vous le sachiez.